à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 122. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour des fonctions à plusieurs variables et notamment une question de stabilité du calcul du Laplacien. L'énoncé précis du jour est donc le suivant. Soit n un entier naturel non nul, on va considérer f une fonction qui va de Rn vers R, supposée C2, et U un automorphisme orthogonal. On veut démontrer que f rond U est également une fonction C2 et que de plus, le Laplacien de f rond U, c'est en fait le Laplacien de f rond U. Comme vous pouvez vous en douter, cet exercice s'adresse plutôt à des étudiants de deuxième année de classe préparatoire, puisqu'il faut avoir vu le chapitre autour des fonctions à plusieurs variables et éventuellement d'autres chapitres concernant des régularités de ces fonctions à plusieurs variables. Ne serait-ce au moins que pour comprendre ce qu'on entend par fonction C2 et également ce qu'on entend par le calcul du Laplacien. Chose que je vais donc rappeler dès maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par avoir une fonction C2 ? Eh bien, dire qu'une fonction qui va de Rn vers R et C2, c'est en fait égal à demander à ce qu'elle soit deux fois différenciable et la double différentielle est continue. Sur Rn, bien sûr. Alors, peut-être que vous êtes en train de bugger sur la question d'être deux fois différenciable ou d'avoir une double différentielle. Ce qu'on entend ici, c'est que d'abord, il faut que la fonction soit différenciable, que sa différentielle soit continue. Et puis ensuite, si vous regardez l'application qui a x associe sa différentielle en x, donc la différentielle de f en x plus précisément, cette chose-là doit être une application continue au sens où vous mettez une norme triple sur les applications linéaires qui vont de Rn vers R, car ceci est une application linéaire qui va de Rn vers R, hein, je le rappelle. Donc vous avez ce truc-là et vous demandez en fait à ce que ce truc-là soit différenciable. Et c'est ça qu'on va appeler la double différentielle, c'est en fait prendre la différentielle de cette application. Donc elle est différenciable de différentielle continue. C'est ça qu'on entend par double différenciabilité et double différentielle continue. Bien. Donc, bien sûr, en général, c'est pas ce qu'on fait hein, pour démontrer qu'une fonction est C2, on ne s'amuse pas à calculer des doubles différentielles, on préfère plutôt calculer des doubles dérivées secondes, enfin des doubles dérivées, donc dérivées secondes, pardon, et donc propriété équivalente, qui n'est pas évident à démontrer. Hein. Déjà, il y a une autre propriété que vous devriez connaître, c'est-à-dire qu'une fonction est C1 si et seulement si les dérivées partielles de f existent et sont continues. Donc ça, c'est vrai. Cette propriété-là est vraie, à condition qu'on travaille sur un ouvert, bien sûr. Bon, là, ici, on travaille complètement sur Rn, donc on n'a pas de problème, mais je le dis quand même. Et là, ici, bon, si je prends n'importe quel couple IJ qui va correspondre à un couple de variables, je vais demander à ce que la dérivée seconde de f en xi, xj, donc cette chose-là, donc ça veut dire que je dérive selon xj, puis ensuite selon xi, celle-ci existe et continue. Bien sûr, ici sur Rn, hein, que je travaille sur Rn. Ok, donc on a une équivalence entre ces deux propriétés, exactement comme on a une équivalence entre être différenciable de différentielle continue et avoir des dérivées en chacune des variables, donc des dérivées partielles en chacune des variables qui existent et qui sont continues. Donc voilà, il y a vraiment une équivalence dans ce genre-là, et une propriété qui découle un petit peu de cette propriété, qui est un théorème important, je pense, c'est le théorème de Schwartz, qui permet d'affirmer qu'une telle fonction satisfait à la chose suivante. Si je m'amuse à faire une dérivée selon xj après avoir fait une dérivée selon xi, eh bien ça c'est la même chose que si j'avais fait la dérivée selon xi d'abord, puis ensuite selon xj. Donc ça c'est le théorème de Schwartz hein, qui est valide à condition que f soit C2. Et je me permets de poser cette référence ici, l'Exo de Colle numéro 73, où nous avions vu un exemple d'une fonction qui était C1 mais pas C2, de R2 vers R, et pour montrer qu'elle n'était pas C2, on s'était amusé à démontrer que le théorème de Schwartz ne tenait pas, donc on avait supposé que notre fonction était C2, et puis en regardant une valeur particulière pour ces deux dérivées secondes, partielles, on arrivait à conclure que en fait, notre fonction ne pouvait pas être C2 puisqu'on n'avait pas égalité. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'aller rejeter un coup d'œil, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Bien, donc ça c'est tout ce qu'il fallait dire, en tout cas, tout ce qu'il fallait rappeler pour entendre ce que ça veut dire avoir une fonction qui est C2. Maintenant, un autre rappel, qu'est-ce que le Laplacien? Alors le Laplacien d'une fonction, c'est faire la somme suivante. Somme pour i allant de 1 à n, des dérivées secondes partielles de f en xi carré. Alors, le calcul de Laplacien ont beaucoup d'intérêt, notamment en physique, avec des équations de chaleur, ce genre de choses, ou de d'Alembert,
Il peut y avoir des liens de ce genre-là qui peuvent se cacher derrière le Laplacien, mais aussi en mathématiques, et notamment une famille de fonctions qui peut avoir un gros intérêt et qui tombe souvent d'ailleurs dans des sujets concours, ou même dans des sujets DS, ou même un petit peu en exo de colle, c'est la question d'avoir des fonctions harmoniques. Donc, je rappelle qu'avoir une fonction harmonique, donc f est une fonction harmonique, ça veut dire que c'est une fonction ici que toujours je suppose de Rn vers R, elle est harmonique si et seulement si son Laplacien est nul. Et de manière assez rigolote, en fait notre exercice là permet de démontrer qu'on a une certaine stabilité des fonctions harmoniques par en fait une précomposition avec des automorphismes orthogonaux. Car en effet, vous pouvez constater alors que le Laplacien de f rond u étant égal à cette chose, et que si vous dites que le Laplacien de f vaut 0, alors par conséquent, vous avez que ceci vaut 0. Donc vous avez une stabilité par précomposition d'automorphismes orthogonaux de l'ensemble des fonctions harmoniques. Et ça, c'est une très jolie conséquence à cet exercice. Souvent, ça peut être le genre de conséquences qui font un sujet concours. Il y a plusieurs types de sujets concours où on peut très bien avoir des exercices sur les fonctions harmoniques dans un premier temps de manière un petit peu générale, et puis amener à cette question de stabilité et conclure la stabilité des fonctions harmoniques par cette précomposition. Donc voilà, ça peut être une conséquence très rapide de l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, donc bon, j'aurais encore un dernier truc à vous dire, mais je vais me le garder avant de lancer la résolution à proprement parler. Je vais tout simplement vous demander dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même, avec maintenant toutes ces petites informations supplémentaires concernant cet exercice. Je n'ai pas encore tout dit, mais bon, je me garde quand même un petit peu de réserve justement pour le moment de la résolution, car je pense que ça aussi c'est important de le savoir et de le noter. Mais bref, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même, avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors l'anecdote que je garde un petit peu au chaud, et qui va être un petit peu notre petit fil rouge, parce que bon, c'est pas... comment dire, c'est pas essentiel à la résolution, mais je pense que c'est quand même important de le signaler. C'est qu'en fait, cet exercice, je suis tombé dessus il n'y a pas très très longtemps pour préparer des étudiants que j'ai en cours particulier. Ça me permet de faire un peu de pub que, je rappelle, je donne des cours particuliers à n'importe quel niveau. Et donc là, notamment, je préparais des étudiants à passer l'agrégation interne. Et nous avions attaqué un sujet, donc je vais d'ailleurs redonner cette référence. C'était le sujet 1 d'agrégation interne de 2016. Et notamment, l'exercice que nous allons attaquer là est très 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 proche de la question 7 de ce sujet. Et j'ai été très étonné de voir dans le rapport du jury, parce que je me suis amusé à regarder un petit peu le rapport du jury aussi, sous les conseils des étudiants qui étaient avec moi, et j'ai appris qu'en fait, résoudre cette question, quasiment personne n'avait réussi à le faire. C'était carrément écrit noir sur blanc. Et ils ont précisé chacun des points importants qu'il fallait amener pour résoudre l'exercice. Et ils ont dit à chaque fois à quel point c'était rare que des étudiants aient pensé à ça. Et je trouve ça très dommage et très dommageable en fait, parce que c'est quand même des réflexes, je pense, hyper importants qu'il faut avoir quand on travaille avec des applications linéaires ou avec des applications juste comme là, C2, avec certaines propriétés. Je pense que normalement, ça doit faire partie des réflexes qu'il faudrait avoir pour pouvoir se lancer à résoudre ce type d'exercice. Notamment, là, on voit tout de suite une question de calcul de composition, donc dérivée d'une composition. Donc là, pareil, il faudrait penser réflexe à des formules de composition. Mais par exemple, vous voyez ça, ça n'a pas été le réflexe de tout le monde. Voire même, ça a été très peu connu. Et donc ça, c'est quand même très dommage. Et donc, j'aimerais, à travers la résolution que je vais vous donner, vous signaler à quel moment les choses n'ont pas été pensées par les étudiants, et voir si vous y avez pensé, vous, et si vous êtes dans le cas où vous y avez pensé, eh bien félicitations. Par rapport en tout cas aux gens à l'agrégation interne de cette année-là, vous n'avez pas été, vous avez réussi à faire les choses, beaucoup mieux que eux. Mais si vous n'avez pas réussi à faire les choses, ça vous permettra de voir, en effet, certains points techniques qui me semblent vraiment essentiels à retenir dans cet exercice.
Sachant que vraiment, c'est un exercice type, je pense qu'on peut vraiment le poser en un sujet concours, que ce soit pour la classe préparatoire ou voire même pour l'agrégation ou pour CAPES. Vraiment, je pense que c'est un type d'exercice qu'on pourrait reposer, peut-être éventuellement avec quelques sous-questions, mais vraiment pas grand-chose. Parce que là, c'est vraiment des connaissances élémentaires qu'il faut ressortir. Donc voilà, je vous mets cette chose en référence et vous le retrouverez en description, si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil en même temps, avec le rapport du jury qui va avec. Et donc, je vais me lancer maintenant dans la résolution de l'exercice. Hop, résolution. Et je vais commencer d'abord par montrer que la composition est C2. Et ça, normalement, c'est hyper rapide. Par hyper rapide, il suffit de se rappeler quelle est la régularité d'une application linéaire. Car voilà déjà un premier point que les gens du jury de ce sujet d'agrég ont déjà noté, c'est que peu de gens ont pensé au fait que U est une application linéaire et que par conséquent, U est une application C infini. C'est quand même dommage, quoi. Donc là, le premier truc hyper important pour moi, c'est là de noter que comme U est linéaire, elle est donc C infini de Rn vers Rn. Et donc, par composition de fonction C2, si vous voulez, eh bien, on a alors ce qu'on veut, f rond U et C2. C'est dingue, hein? Truc tout bête. Le fait de penser que l'application U avec laquelle on est en train de bosser, c'est une application linéaire. Et donc, par conséquent, elle a toutes les régularités que l'on aime. Hein, vraiment, penser à une application linéaire de R vers R, c'est infini, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Là, c'est la même chose. Donc c'est assez fou quand même de noter que les gens n'ont pas forcément pensé au fait que l'application était linéaire déjà. Et ça permettait de répondre à cette question d'avoir une fonction C2. Maintenant, il va falloir quand même aller un peu plus loin pour pouvoir se lancer dans ce calcul. Et pour pouvoir se lancer dans ce calcul, on va rappeler une formule. Donc là déjà, voilà, ça déjà, mentionner que l'application est linéaire, c'était quand même très rarement mentionné, d'après, encore une fois, le rapport du jury de ce sujet-là et de cette question 7. Alors maintenant, lançons-nous dans ce calcul ardu. Et comme je l'ai dit, je vais vous rappeler une formule. C'est la formule de transfert. Et ça aussi, très peu d'étudiants, vraiment très très peu, ont restitué la formule de transfert proprement. Alors là, ici, j'entends formule de transfert, c'est pour les calculs de dérivés. Je ne parle pas de fonction de transfert pour la probabilité. Alors, je vais essayer de l'énoncer de manière le plus générale possible, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, j'ai une fonction f qui va de Rn, je suis en train de réfléchir si je veux qu'elle aille de Rn vers autre chose. Peut-être que, réfléchissons, je vais peut-être dire c'est une fonction qui va de Rm vers Rp. Et une telle fonction, je peux l'avoir comme un muplet, si vous voulez, un puplet, pardon, de fonctions qui vont de Rm vers R. Donc je peux très bien écrire, on a F1 F1, pardon, je vais juste écrire F1, F1 jusqu'à Fm, où chacun des Fi est une fonction qui va de Rm vers R. Il ne faut vraiment pas oublier que quand on travaille avec des fonctions à plusieurs variables et qui vont vers un espace de dimension plus grande que 1, on peut toujours le ramener en une forme de uplet, comme ceci, d'applications qui vont de Rm vers R. Ce n'est pas un problème du tout. Donc vous avez ça. On va poser également une fonction g. Alors bien sûr, il faut que la composition soit possible. Là, j'aimerais bien faire f rond g. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à Rm. Donc là, je vais mettre Rn vers Rm. Donc j'ai l'application ici. Pareil, je vais l'écrire sous la forme de uplet. Donc G1, Gn. OK. Et chacun des Gj, si je veux, c'est une application qui va de Rn vers R. Et puis je vais appeler H l'application composée, f rond g, qui donc va de Rn vers Rp. Et donc ça, c'est H1, HP. Alors la formule de transfert marche de la manière suivante. Il faut quand même que je pose des bases sur chacun des espaces. Donc des bases canoniques, évidemment, on va prendre la base canonique pour chacun des deux. Et je vais juste me donner une notation pour que la formule de transfert soit la plus claire pour tout le monde. Donc là, pour Rn, je vais poser les variables x1, xn.
Ok. Et pour, alors il y en a un autre que j'avais besoin, c'est RM, voilà. Donc pour RM, ça c'est pour Rn. Et pour RM, je vais noter ma base Y1 jusqu'à, ma base de variables si vous voulez, Y1 jusqu'à Ym. Juste pour que ce soit clair. Et donc, bon, bah là, je vais vous expliciter ce qu'il en est. Alors oui, peut-être une petite remarque rapide aussi. Le HI qui est ici, c'est la même chose que je ne fasse pas de bêtises, FI rongé. Ça, c'est peut-être bon à signaler, comme ça, quand je vais calculer les dérivées partielles, ça sera clair. Donc, si je m'amuse maintenant à regarder la dérivée de HI selon une variable xj, je vais me retrouver avec somme. Et là, vraiment, il faut penser dériver d'une composition. Quand on dérive une composition, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dériver ce qu'il y a à l'intérieur. OK? On va le mettre à côté, puis on va multiplier ensuite par la dérivée de ce qu'il y avait à l'extérieur et on compose selon ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord? Donc si on a ça en tête, si on a ce schéma en tête, on doit se dire, ok, bah le G ici, quand je vais dériver mon FI, il va falloir que je dérive selon la variable XJ, mais pour chacune des composantes qui est en jeu ici. D'accord? Donc ça va impliquer alors que je devrais avoir une dérivée de GK, et on voit tout de suite une somme qui va intervenir pour K allant de 1 à M, de ça selon la variable xj que j'ai choisie. Et là, comme j'ai dérivé par rapport à gk, donc ça veut dire la kème composante pour la fonction fi, ça veut dire que je dois multiplier ensuite par la dérivée de fi en cette kème variable. Donc c'est là où vous voyez l'importance d'avoir bien posé les variables en jeu. Hein. J'espère que c'est clair. Donc vous avez ça, au rond, votre fonction g toujours. Et voilà ce à quoi ressemble la formule de transfert. Et donc, vous pouvez comprendre que c'est vraiment une généralisation, et c'est ça qu'il faut avoir en fait, c'est une généralisation de la formule de composition de fonctions. Ok? Donc voilà le gros résultat qui est vrai donc pour n'importe quel I et J bien choisi. Parfait. Alors maintenant que j'ai explicité ça, il va falloir se lancer un petit peu dans le calcul, mais avant ça, donc ça déjà, voilà, ressortir la formule de transfert, comme je l'ai dit, proprement, ben ça a été très rarement fait selon le rapport de ce sujet. Et un autre truc que les élèves n'ont quasiment jamais pensé, et là je dis vraiment, c'est écrit carrément noir sur blanc, quasiment jamais pensé, c'est le fait que votre application U, c'est pas n'importe quoi, encore une fois, c'est une application linéaire. Donc en tant qu'application linéaire, vous pouvez expliciter sa forme. Et en plus de ça, il y a un moment donné, il va falloir utiliser le fait qu'elle soit orthogonale. C'est pas une application linéaire n'importe laquelle, c'est un automorphisme orthogonal. Et cet automorphisme orthogonal va impliquer des questions de calcul de produit scalaire qui donnent 0. Si vous voyez ça en termes de matrice, ça veut dire que vous devez avoir des produits scalaires entre les colonnes ou entre les lignes qui donnent 0. Et des produits scalaires sur la ligne elle-même, ou la norme de chacune des colonnes ou chacune des lignes, vaut 1. Et bien ça va intervenir dans le calcul qui va suivre. Et il faut vraiment expliciter au maximum votre application linéaire. Alors c'est ce que je vais faire. Donc U, c'est une application linéaire. Vous pouvez la réécrire, puisqu'elle va de Rn vers Rn, comme je l'ai fait ici, d'ailleurs. Okay, vous pouvez la réécrire comme U1, UN, pardon, où vous avez UI qui va être une application linéaire. Donc là, maintenant, c'est une forme linéaire qui va de Rn vers, alors peut-être je vais l'appeler UK parce que j'ai envie que ça colle avec la formule que j'ai écrite ici. Donc j'ai UK qui va de Rn vers R. Donc ça, c'est des formes linéaires. Et comme c'est une forme linéaire, ça veut dire que ça ne doit pas ressembler à n'importe quoi. Si je calcule UK de x1, xn, eh bien ça va nécessairement être une somme pour j allant de 1 à n des UK de j fois xj. C'est nécessairement une combinaison linéaire, une R combinaison linéaire des différentes coordonnées de votre vecteur. C'est tout. Donc voilà, là je viens d'expliciter au maximum le fait que mon application U est linéaire. Donc je rappelle que U est linéaire. Et en gros, ce que je viens de faire, c'est que voilà les coefficients de la matrice, si vous voulez, sur la base canonique. Les UKG jouent le rôle des coefficients de votre matrice. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi écrire à côté la matrice dans la base canonique de votre application U, c'est tout simplement les UKJ. Donc vous avez U11, tac, 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 U1N, en espérant ne pas faire de bêtises d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc après U,
Je suis juste en train de réfléchir que ça colle bien, mais c'est ça. Donc U1, et après vous avez UN1, tac, 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 UNN. Voilà. Et il faut se rappeler que les différentes lignes ou les différentes colonnes de cette chose-là forment une famille orthonormale. Donc, avec ligne, colonne, égale base orthonormale. Alors je sors le maximum d'informations, même si vous ne voyez pas encore pourquoi ça va être utile ce truc-là, mais déjà, rien que pour le calcul des dérivées partielles, vous voyez que ça c'est très utile parce que vous pouvez vous rendre compte maintenant très facilement que si vous faites la dérivée de UK en une variable xj, eh bien vous vous retrouvez juste avec une constante qui est tout simplement UKJ. Et ça va grandement nous simplifier la vie. Très bien, alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, on va appliquer notre formule de transfert à notre fonction f. Hop. Donc, si je m'amuse maintenant à calculer la dérivée, là il faut s'accrocher, il y a un peu de calcul qui va suivre. Donc, si je m'amuse à calculer la dérivée de f en une certaine variable xj, donc de f rond u d'ailleurs, parce que là je vais faire la composée. Donc si je veux faire ça, alors ce que je dois faire, c'est la chose suivante. Je dois m'amuser à regarder la dérivée. Donc je vais avoir une somme qui va intervenir, k allant de 1 à n. Je vais faire la dérivée de uk selon xj, et puis ensuite je dois multiplier à ça la dérivée de f selon xk, et la calculer en u. Comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est l'application de la formule de transfert au cas justement qu'on est en train d'étudier. Notre fonction f est une fonction qui va de Rn vers R, donc ça fait totalement sens par rapport à ce que j'ai écrit ici. Là ici c'est une fonction qui va de Rn vers R aussi, d'accord? Attention. Et puis là pareil, le uk joue le rôle de l'application linéaire, et ce uk que j'ai dérivé selon xj, ça va me donner une constante que je vais faire ressortir. Ce truc là c'est donc ukj, tout bêtement. Très bien. Alors bon, j'ai pas juste besoin de calculer la dérivée selon une seule des variables. Il faut que je calcule des dérivées doubles selon toutes les variables. Donc bah, je vais faire ça maintenant. Je vais effacer la formule qui est ici et je vais l'appliquer 2 fois. Donc, hop. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça on est bon. Et on va maintenant se lancer directement sur le Laplacien. Je pense que on peut y aller. Et vous allez voir à ce moment-là en quoi, en effet, le fait que les lignes et les colonnes de la matrice qui sont ici forment une base orthonormale sert. Donc, si je m'amuse à calculer maintenant le Laplacien de f rond u, comme je rappelle juste la formule, bêtement, c'est la somme pour... alors, je suis en train de me demander si k est une bonne idée, je vais plutôt mettre j. Donc, j allant de 1 à n, des dérivées 2 fois de f rond u, dérivée xj 2 fois. Donc je peux d'abord m'occuper de faire une seule dérivée, des ronds xj, et donc développer cette dérivée. Donc si je développe cette dérivée, j'écris ce que je viens d'écrire là, somme pour k allant de 1 à n, de, que je ne fasse pas de bêtises, ukj, fois ensuite, encore une fois, il ne faut pas faire de bêtises, d rond f sur d rond xk rond u. Ça, voilà, multiplié. Clac. Donc je me retrouve avec cette chose-là. Maintenant, je vais essayer d'utiliser la linéarité de la dérivée. Je pense que vous le voyez venir. Donc c'est parti. Somme pour j allant de 1 à n. Somme pour k allant de 1 à n. Et je dois donc faire la dérivée. Donc j'ai ukj qui sort aussi parce que c'est une constante. Et je dois donc m'amuser à calculer la dérivée selon xj, pardon, de la dérivée de f selon xk rond u. Et là, rebelote, nous avons une nouvelle fois besoin de la formule de transfert pour développer ce truc-là. Donc, je le fais. Ça nous donne somme pour j allant de 1 à n, somme pour k allant de 1 à n, ukj. Donc, je dois à nouveau dériver selon xj, et je vais encore une fois m'amuser à faire intervenir une somme. Peut-être que je vais faire intervenir la variable i, je crois, parce qu'il n'y a pas encore de i. Donc, je vais faire somme
pour i allant de 1 à n. Et là, je vais donc avoir encore une fois des dérivés de ui, mais selon xj. Donc là, je vais avoir un ui j, en espérant ne pas faire de bêtises. Réfléchissons. Je pense pas. Ok. Et après, je dois faire dériver de f. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, je pense pas. Hein. Donc, dériver 2 fois de f en x. Donc là, il faut que je fasse attention à... Bon, après, peu importe l'ordre, parce que la fonction est C2. Donc, xj, enfin, xi, pardon. xi, xk. Voilà, c'est ça. Auront u. Donc là, je viens de réappliquer une nouvelle fois la formule de transfert à cette composition ici. D'accord? Donc si je l'applique une nouvelle fois, en effet, on a cette constante qui apparaît ici. Et puis ensuite, je vais avoir là, je dois faire dériver selon xi de la fonction que j'avais sous la main, rond u. Donc c'est bon, normalement, j'ai bien écrit comme il le fallait. Ok, très bien. Alors maintenant que j'ai cette triple somme, un petit peu abominable a priori, eh bien je vais rassembler les termes et en fait je vais me rendre compte que le dernier terme que je viens d'écrire ne dépend absolument pas de J. Par contre, les autres dépendent de J. Les constantes qui sont ici dépendent de J. Et c'est maintenant que ça va nous servir le fait d'avoir une base orthonormale. Donc en effet, si je m'amuse à rechanger un petit peu la formule, je peux écrire somme pour J. Alors le J, je peux le mettre à la fin. Donc je vais d'abord écrire somme pour I allant de 1 à n, somme pour k allant de 1 à n, des d rond 2f sur d rond xi, d rond xk rond u. Donc j'ai cette chose-là d'abord. Puis ensuite j'ai fois somme pour j allant de 1 à n de ukj uij. Vous voyez, ce truc-là ne dépendant pas de J, je peux m'amuser à mettre la dernière somme. Encore une fois, c'est des sommes finies, zéro problème à permuter l'ordre de sommation. Puis bien sûr, on utilise aussi les questions de linéarité hein, qui découlent très vite. Donc voilà, on se retrouve avec ce truc-là. Et ça, eh bien ça, c'est exactement le produit scalaire. Donc ce truc-là, c'est en fait le produit scalaire. Alors que je ne fasse pas de bêtises, c'est le produit scalaire entre deux lignes là. Ouais. Produit scalaire entre deux lignes. Et ça, bah voilà, là ça c'est le point où personne, d'après en tout cas le rapport du jury, personne n'a su faire quoi que ce soit. Déjà, penser linéarité, comme je l'ai dit, de U pour vérifier que la fonction était C2, il n'y en avait pas beaucoup. Penser à la formule de transfert et bien l'appliquer, ça déjà, il y en avait encore moins. Mais alors, pensez à ça, et à penser à ensuite, déjà penser à changer l'application linéaire pour pouvoir faire des calculs, c'était compliqué. Mais alors, pensez ensuite à cette question de produit scalaire, alors là, il n'y avait personne. Vraiment, il n'y avait personne. D'après en tout cas les membres du jury, il n'y avait personne. Et je trouve ça assez... Alors, c'est vrai que c'était pas évident. Hein. Enfin, là, on est au point le moins évident, en fait, du calcul. Ce point-là est le point le moins évident. Mais je pense que les deux premiers points, la question de savoir que U était linéaire, d'avoir ce réflexe de décomposer pour pouvoir faire les calculs, utiliser la formule de transfert, ça, je pense que ce sont des points hyper importants qu'il faut vraiment savoir maîtriser. Là, ce truc-là, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile à voir, puisque bon, arriver à ce genre de formule, là, c'est quand même un peu embêtant à manipuler. Déjà, il faut arriver à cette formule sans faire d'erreur, ce qui n'est pas gagné. Mais une fois qu'on est arrivé à cette formule, il faut vraiment bien voir le fait qu'il n'y a que ces deux termes-là qui dépendent de J, et pas la double dérivée que nous obtenons ici. Et grâce à ça, là, on arrive à faire intervenir cette formule, qui est en fait le produit scalaire entre deux lignes de la matrice. Hein, de la matrice U, si je l'appelle U, la matrice qui est ici. Grand U, hein. J'entends bien. Ok, et donc, maintenant que j'en suis là, je sais que les différentes lignes de ma matrice forment une base orthonormale, donc ça veut dire que ce truc-là vaut 0 si k est différent de i, et ça vaut 1 sinon. Autrement dit, dans ce calcul, les seuls termes qui vont survivre, c'est si k égale i. Alors je remplace. Et donc je me retrouve avec somme pour k allant de 1 à n. Donc on a dit k égale i, d rond f, d rond 2f sur d rond xk de rond u. Et fois 1.
Et là, regardez ce que vous avez fait là, ce que vous avez obtenu. Vous devriez savoir que la question de composition se comporte bien avec la somme, puisque bon, bah, U étant linéaire, si vous faites U de la somme, ici, bah, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc en fait, cette somme-là, vous pouvez très bien réécrire sous forme de composition et dire que vous êtes en train de faire en fait la composition de la somme qui est ici, rond U. Et c'est terminé. Donc voilà, hein, là je suis au résultat, je suis à la fin de mon affaire, hein, donc ça, c'est exactement, je vais le réécrire ensuite. Donc là, ça vient du fait que vous avez un anneau, hein, je rappelle, ça peut-être que c'est important, vous avez l'anneau des fonctions données par la somme, parce que c'est pas vraiment le fait que U soit linéaire en fait, c'est plus le fait que vous avez une structure d'anneau donnée par la somme et la composition. Et donc, bah, quand vous faites une somme d'applications, quand cela est possible, bien sûr, parce qu'il faut quand même être dans les réels ou dans les espaces vectoriels, mais quand vous êtes dans les réels, bah, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des sommes comme ça, et la somme se comporte bien par rapport à la composition, c'est-à-dire que la composition est distributive par rapport à la somme. Voilà. Donc c'est en fait ça qui permet vraiment de conclure. Je vais effacer ce que j'ai ici parce que j'en ai plus besoin. Donc je vais écrire d'où eh bien, le Laplacien de f rond u, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à n de d rond 2f d rond xk 2. Voilà, clac, clac, rond u. Et ça, c'est par distributivité de rond sur plus. Donc, dans l'anneau des fonctions qui vont de Rn vers R, si vous voulez. Et puis, une fois que vous en êtes là, bah, c'est terminé. Vous venez de démontrer que vous avez bien le Laplacien de f rond u. Et ceci conclut la preuve. C'est dingue hein, quand même. Alors, c'est pas un calcul si évident que ça quand même. Je tiens à le souligner. Je ne suis pas en train de dire que l'exercice était faisable pour n'importe qui. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis tout de même très étonné que beaucoup de gens, en attaquant ce sujet-là, beaucoup de gens n'ont pas pensé à utiliser des réflexes qui me semblent super importants. Donc là, les réflexes super importants, c'était d'un côté, vous avez U qui est linéaire, donc elle est C infinie, et par composition, bam, c'est C2. Ça, par exemple, ça doit faire partie des réflexes les plus importants qu'il faut avoir quand on travaille avec des fonctions à plusieurs variables. Et le deuxième réflexe, c'est utiliser les formules de transfert. Et pour ces formules de transfert, même juste en y réfléchissant un peu, on est, je pense, capable, normalement, de retrouver ces formules de transfert en pensant vraiment, on est en train de dériver une composition de fonctions. C'est pas n'importe quoi. Et composer des fonctions, vous devriez avoir en tête le résultat dans R, où vous faites, donc U rond V devient V' fois U' rond V. Eh bien, si vous pensez à ça et que vous vous dites, ah oui, bah quand je compose, attention, il faut que je dérive selon chacune des composantes. Si vous pensez à ça, c'est gagné. Voilà, donc bon, après, je dis pas que c'est évident non plus à ressortir, mais quand même, je pense que la formule de transfert fait partie des réflexes importants à avoir quand on travaille avec des fonctions à plusieurs variables. Après, pour ce qui est du calcul, c'est du calcul. Donc là, bon, bah, si on s'en sort pas très bien avec le calcul, il est possible qu'on se perde ici. Et puis, l'astuce, un peu technique, et je pense que c'est vraiment le point technique de l'exercice, c'est ça. C'est d'arriver à faire ressortir le calcul de produit scalaire entre les lignes de la matrice associées à l'automorphisme orthogonal qu'on est en train d'étudier. Et grâce à ça, eh ben, vous arrivez à conclure que beaucoup des termes de votre triple somme vaut 0 finalement. Et donc, vous pouvez vous ramener ensuite à une somme très très simple qui vous ramène ensuite, grâce à la distributivité de rond par rapport à plus, à obtenir le résultat que vous voulez. Car en effet, il y a encore quand même ce petit point, peut-être un peu technique, des fois les gens n'y pensent pas, n'en parlent pas, mais je pense que c'est bien de le mentionner, qu'il s'agit en effet de la distributivité de rond par rapport à la somme. Donc voilà, donc, donc par le rapport du jury, hein, comme je l'ai dit, les points importants, c'est la linéarité de U, la formule de transfert et cette question de produit scalaire qui n'a jamais été mentionnée, pour ainsi dire quasiment jamais été mentionnée par les élèves qui ont attaqué ce sujet. Généralement, il est même, enfin je crois me souvenir d'ailleurs qu'il était écrit sur la première ligne concernant cette question 7, qu'en fait cette question-là a servi de couperet. Un très très grand nombre d'étudiants ont carrément passé la question sans même essayer de la résoudre. Et pourtant, bah, c'est quand même une question, je pense, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être sorties et qui font partie normalement des réflexes importants quand on travaille avec des applications à plusieurs variables, quoi. Et ça, je trouve ça
Très dommage. Et j'espère qu'avec cette vidéo, cela permettra à des gens, même des gens qui préparent la grecque éventuellement, de mieux comprendre ou en tout cas d'essayer d'avoir en tête ce genre de réflexe quand vous avez des exercices autour de fonctions à plusieurs variables. Essayez de penser à ce genre de choses. Franchement, ça aide énormément dans les calculs et bien sûr à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à ajouter concernant cet exercice. Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est quand même un très joli exercice. Je dirais juste que dans le sujet, comme je l'ai déjà mentionné, on n'était pas en train de travailler avec des fonctions qui allaient de Rn vers R, mais on s'était restreint à la boule unité et en fait on étudiait des fonctions qui étaient harmoniques. Mais en plus de ça, on demandait une certaine polynomialité. Et de manière assez rigolote, on était capable de démontrer que les fonctions qui vérifiaient cette propriété-là sont en fait les fonctions qui s'écrivent sous la forme multiples réelles, disons, fois la fonction norme. La fonction norme, mis au carré, je crois, ou enfin bref, en tout cas, une certaine puissance plutôt peut-être de la fonction norme. Et ça, je trouve ça assez rigolo comme suite d'exercices possibles par rapport à ce qu'on vient de faire là. Donc, étudier des fonctions polynomiales qui vérifient ces propriétés-là, donc la propriété d'être cette chose-là, donc d'être harmonique, je veux dire. Donc la propriété d'être harmonique. Et grâce à cette question de automorphisme et tout ça, réussir à se ramener finalement à ne devoir que calculer la norme de x mis à une certaine puissance. Je trouve ça assez intriguant. Et donc voilà, c'est quand même un assez beau sujet. Donc s'il y en a qui aimeraient aller plus loin dans ce genre d'affaires, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à ce sujet-là, qui est vraiment très cool. Et puis voilà, je pense que là, j'ai vraiment fait le tour. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Exercice quand même assez technique, mais je pense vraiment dans lequel vous avez des réflexes hyper importants sur les fonctions à plusieurs variables. J'insiste vraiment là-dessus. Que dire de plus? Ici, vous pouvez me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!